Alors bonjour messieurs, dames, j'ai plaisir à vous saluer ce soir et à ouvrir cette réunion. Je voudrais d'abord saluer la présence du docteur Huguet, qui est maire adjoint en charge de la santé notamment, d'un certain nombre d'élus de la ville, et puis de représentants du centre hospitalier, notamment le docteur Bernard, qui est président de la commission médicale d'établissement. Alors cette réunion, elle a deux avantages. Un, on se retrouve dans notre nouveau beau centre social Saint-Martin. Et à nouveau, en passant, je me dis, mais quelle belle réalisation pour le quartier, ça le met vraiment en valeur. Et à nouveau, on se dit, on est très heureux pour les bénévoles que je vois et la présidente également, Madame Puchaz, d'avoir maintenant une vraie structure en dur pour faire les activités dans le quartier. Je crois même que les autres quartiers vont être jaloux désormais, tellement il est beau le centre social Saint-Martin. Donc on est dans un bel endroit, nouvel endroit à Saint-Martin. Et puis deux, je suis sûre que nous allons à nouveau découvrir ou apprendre énormément de choses qui nous seront utiles grâce à la présence des deux docteurs qui sont là. Alors ils viennent en couple, les docteurs Vernon, et on va en savoir plus sur l'artérite des membres inférieurs. C'est pas facile à dire. Merci de participer avec nous à cette soirée. Alors on est déjà au 4e rendez-vous des rendez-vous santé. Et je voudrais remercier aussi Béatrice Berthaud, qui est médecin au centre hospitalier, qui nous aide à les monter avec le docteur Bernard. Et on a toujours du monde. Alors nous, ça nous encourage. On pense, avec le docteur Huguet, que c'est vraiment le bon format dans les quartiers. Moi, les réunions que l'on fait en centre-ville, c'est souvent très bien, mais souvent, on se retrouve entre personnes qui ont déjà accès à l'information. Et pour moi, c'est plus intéressant d'aller au cœur des quartiers, au contact de la population. C'est encore le cas aujourd'hui, et on est très heureux de le faire aujourd'hui. Alors moi, je n'ai pas de compétences en matière de médecine, mais j'ai retenu une chose, c'est que dans cette maladie, les femmes sont plus avantagées, pour une fois, mais vous allez nous expliquer ça, puisque les femmes sont plus protégées avec un rapport de 1/3, me dit-on. Donc vous nous direz si cela est vrai. Mais je vous cède la parole, je ne sais pas si Béatrice ou le docteur Bernard, vous voulez dire un petit mot, tous les deux. Et ensuite, on laisse faire nos professionnels. Merci. Alors oui, je voulais juste donc vous remercier d'être ici. C'est vrai que c'est comme tu disais, la 4e séance que l'on fait sur la prévention santé. On a toujours voulu effectivement aller dans le sens du pratico-pratique, des conseils qui peuvent être donnés au quotidien. Et donc je remercie Florence et Pascal d'avoir bien voulu intervenir ce soir sur le problème de l'artériopathie et de l'artérite des membres inférieurs. Et je vais laisser Marc dire 2 mots sur notre centre hospitalier, puis les présenter un peu plus. Oui, donc là je représente un petit peu le corps médical du centre hospitalier. Alors c'est vrai que c'était un pari d'organiser ce genre de manifestation. Manifestement, là, au fur et à mesure, on voit qu'il y a beaucoup de monde, donc la démarche est réussie. Et puis, très sincèrement, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Votre présence, c'est vraiment la preuve que l'initiative était bonne et c'est le meilleur remerciement que vous puissiez nous fournir. Donc merci, et puis je pense qu'on va passer le relais à nos orateurs. On vous invite à nous rejoindre. Merci infiniment de nous avoir invités à vous parler de ce sujet sur l'artérite, et en particulier Mme Macaret, M. Bernard, et bien sûr Béatrice. Il s'agit d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que je suis chirurgien vasculaire, donc l'artérite des membres inférieurs, c'est mon quotidien, de même que celui de mon épouse. Moi, j'ai juste tendance à gérer l'artérite sur le versant chirurgical, tandis que mon épouse a plutôt tendance à le gérer sous l'angle purement médical. Alors, vous verrez que cette pathologie est un vrai problème de santé publique, puisque ça peut avoir quand même des conséquences particulièrement dramatiques, non seulement au niveau des membres inférieurs, mais également au niveau général, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, et on peut aboutir à des situations vraiment très délétères pour votre vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est important d'en parler, puisque à partir de mesures relativement simples, on peut parfaitement stabiliser une artériopathie.
Alors, déjà, dans le titre, donc, on nous a dit, bon, artère des membres inférieurs, ça c'est le terme que vous connaissez. Le vrai terme, c'est artériopathie chronique obstructive des membres inférieurs. Alors, artériopathie, parce que ça atteint les artères, bien sûr. Chronique, parce que là, ce soir, on n'a pas cherché à étendre le sujet sur les formes aiguës. Obstructif, parce que ça bouche les artères, on va y revenir. Et, bien entendu, on limitera le sujet au niveau des membres inférieurs, mais comme je vous l'ai dit, ça peut atteindre toutes les artères de l'organisme. Alors, pour les nuls, quelque part, qu'est-ce qu'on entend par artère, déjà? Vous savez que déjà, tous nos organes, au niveau de notre corps, ont besoin, pour fonctionner, déjà juste pour survivre, et ensuite pour produire un travail, ils ont besoin d'oxygène et de sucre. Et cet oxygène et ce sucre est apporté par le sang qui circule dans nos artères jusqu'au niveau des capillaires. Et c'est au niveau des capillaires que se font les échanges et ensuite que les organes peuvent vivre. Les veines, elles, sont juste chargées d'assurer le retour du sang qui a servi à apporter les nutriments. Alors, l'artère des membres inférieurs, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement les artères qui vont s'abîmer au fil du temps. Alors, ça s'appelle artériosclérose parce que tout d'abord, il y a une sclérose de l'artère, c'est-à-dire l'artère va durcir. Et nos anciens appelaient ça des artères en tuyau de pipe. Vous avez peut-être déjà entendu le titre. Et effectivement, quand on a ouvert, quand on met le doigt dessus, les artères sont dures comme un bout de tuyau de plomb. Donc ça, c'est le durcissement de la paroi artérielle. En elle-même, vous pouvez très bien avoir un durcissement de votre paroi artérielle sans que cette conséquence, parce que la vraie conséquence, la conséquence la plus grave, c'est d'avoir un épaississement de la membrane interne, je ne sais pas si mon machin va fonctionner ici, un épaississement de la membrane la plus interne de l'artère, en sachant que l'artère comporte 3 couches successives, mais la membrane la plus interne, qu'on appelle l'intima, va se gorger de dépôts de cholestérol sur lequel va venir s'agréger des plaquettes sanguines et ça va finir par aboutir à l'excès, à une obstruction, à ce que le vaisseau soit complètement bouché, que ça ne circule plus dedans. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui touche tous les territoires de l'organisme, bien sûr les membres inférieurs, c'est le sujet du soir, mais aussi les artères du cœur, ça peut conduire à des infarctus du myocarde, des infarctus, vous connaissez ça, les artères carotides avec des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent également exister. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème à prendre à la légère. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une artère est en train de se rétrécir, puis de se boucher? Eh bien, tout d'abord, le sang irrigue moins bien les organes. C'est normal, il y a moins de possibilités d'apport de sang. Donc il va y avoir une souffrance des organes qui va être plus ou moins prononcée en fonction du stade de la maladie. Au niveau des membres inférieurs, les principaux organes qui sont amenés à souffrir, eh bien, c'est les muscles. C'est-à-dire que quand on va leur demander un effort, ils ne vont plus être capables de le faire, ils vont vous l'indiquer par une douleur violente. Les nerfs, qui peuvent aussi vous indiquer que le membre est en souffrance. Et enfin, la peau, qui peut très rapidement s'abîmer. Et une fois qu'elle est abîmée, elle n'arrive plus à se réparer. On va y revenir un petit peu plus loin dans les stades de la maladie. Alors, les conséquences, au début, vous pouvez très bien avoir une artérite débutante sans que vous ayez aucune manifestation clinique. Vous ne ressentez rien parce que la maladie n'est pas encore suffisamment évoluée pour vous alerter. Mais n'empêche qu'elle peut être déjà là. Et c'est à ce moment-là, finalement, que les mesures simples d'hygiène, de vie, etc. peuvent avoir le maximum d'efficacité pour stopper tout de suite l'évolution de la maladie. À un stade plus avancé, la souffrance se manifeste uniquement lorsque l'on va demander un effort à l'organe. Donc pour les membres inférieurs, je vous l'ai dit, c'est les muscles. Et le muscle ne va pas vouloir fonctionner plus loin que ce qu'on lui apporte comme oxygène. C'est un petit peu comme votre moteur de voiture. Si vous avez le gicleur qui est un petit peu bouché, la voiture elle peut très bien tourner correctement au ralenti, mais dès que vous voulez accélérer, la voiture se met à tousser parce qu'elle n'a plus assez de carburant pour avancer. Et puis à un stade encore plus avancé, là, clairement, même au repos, les tissus souffrent et peuvent s'altérer gravement. Alors, je vous ai donné un petit peu un schéma. Là, je vous ai montré une artériographie
Alors là, vous reconnaissez l'aorte, c'est le gros tuyau qu'on a dans le ventre, qui se divise en deux, avec une branche pour la jambe droite et une branche pour la jambe gauche. Et vous voyez que, au niveau de la jambe droite, la l'iliaque est bouchée. Eh bien, c'est pas pour ça que le membre n'est plus irrigué du tout. Parce que vous avez toujours des voies secondaires qui vont participer à la réinjection. Seulement, c'est un petit peu comme quand vous voulez aller de Saint-Quentin à Amiens, qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous prenez l'autoroute. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Et là, vous allez y aller en un temps tout à fait correct. Par contre, si pour une raison ou pour une autre, votre autoroute est bouchée, il y a eu des travaux, il y a eu un gros accident, l'autoroute est complètement verrouillée, à ce moment-là, vous allez quand même aller à Amiens, mais seulement vous prendrez la route nationale. Bon, la route nationale, d'accord, très bien, vous allez y aller un petit peu moins vite, surtout avec les 80 km/h de limitation, mais vous allez quand même y arriver. Et puis, si votre autoroute et votre route nationale sont bouchées, vous allez pouvoir encore y aller. Vous voyez, vous pouvez passer par Péronne, Albert, et puis aller à Amiens, mais là, vous avez beaucoup de temps. Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau des... de la circulation sanguine, artérielle, c'est-à-dire que si l'axe principal est bouché, il y a des voies secondaires qui peuvent prendre le relais, mais elles ne sont pas forcément suffisamment efficaces en fonction de l'endroit où se trouve l'obstruction artérielle pour assurer correctement la vitalité du membre inférieur. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la circulation collatérale, le développement de la circulation collatérale. C'est-à-dire que si on reprend cet exemple routier, si vous avez à la fois l'autoroute et la route nationale qui est bouchée, au fil du temps, on va s'organiser, on va faire des voies à sens unique, des choses comme ça, pour passer par les routes secondaires, et finalement, on va gagner un petit peu de temps pour aller de Saint-Quentin à Amiens. Alors, l'artère de membre inférieur, ça représente quoi dans notre population? En fait, il y a 1 million de patients qui sont concernés en France par cette maladie. 1 million. On a vu aussi, et ça c'est le plus important de tout l'exposé, c'est qu'entre 2000 et 2010, vous avez 25% de cas supplémentaires qui ont été recensés. Alors peut-être qu'on les recense mieux, mais c'est probablement aussi par nos habitudes de vie qui changent. Et ça, on va y revenir tout au long de l'exposé, le mode de vie en cause est hyper important pour cette maladie. Les 2 tiers de cette artérite est asymptomatique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit au départ, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Donc il faut détecter la maladie et mettre les mesures qui comptent pour en éviter les conséquences dramatiques. Parce qu'il faut savoir quand même que quand vous avez une simple claudication, c'est-à-dire une douleur à la marche qui s'installe au bout d'une distance plus ou moins variable, vous avez quand même un risque d'amputation majeure à 5 ans de 5%. Par contre, si vous laissez votre maladie progresser, et que vous en arrivez à l'ischémie critique, c'est-à-dire que même au repos vous avez mal, vous avez 25% de chance d'être amputé à 5 ans. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à mon épouse qui va vous en dire un petit peu plus sur les signes cliniques que vous êtes en droit d'attendre quand vous avez cette maladie. Bonsoir. Tout d'abord, je suis très surprise de voir autant de monde, donc je vous remercie infiniment parce que ça nous tient vraiment à cœur d'agir sur la prévention de la maladie artérielle. Donc, comme l'a dit mon mari, dans mon quotidien, je gère plutôt le côté médical et la prévention. Donc, l'artérite touche tous les territoires, nous l'avons déjà dit. Les artères se rétrécissent au fur et à mesure pour arriver à l'obstruction complète de l'artère. Je vous ai mis cette image-là parce que c'est une affiche que nous essayons de faire circuler parce qu'elle est très parlante. On voit cet homme qui marche dans la rue, qui s'arrête et qui se tient le mollet. Ça, c'est le premier signe que vous pourrez identifier vous-même. C'est assez simple. C'est-à-dire, c'est une douleur musculaire qui arrive au bout d'un certain temps. Ce n'est pas la douleur qui apparaît dès le début de la marche parce que, par exemple, on a une arthrose du genou. Et ce n'est pas lié, c'est pas une douleur qui est située au niveau des articulations, elle est bien située dans les muscles, comme le montre cette personne. Donc, elle pourra toucher le pied, le mollet, la cuisse, la fesse. Chez l'homme, elle pourra s'accompagner d'impuissance. Pour en revenir à la douleur musculaire à l'effort, donc elle apparaît au bout d'un certain temps,
toujours le même. Le patient s'arrête de marcher, la douleur disparaît, il reprend la marche. Bien sûr, au fur et à mesure de l'aggravation de l'artérite, la douleur va apparaître de plus en plus précocement. Donc, à partir de là, nous déterminons une distance de marche que dans le domaine médical, nous appelons périmètre de marche, qui va nous permettre de savoir si l'artérite s'aggrave, si cette artérite aura des conséquences dans la vie sociale, est-ce qu'il faudra envisager une chirurgie ou plutôt une rééducation à la marche. Après, la douleur devient nocturne, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est l'ischémie, la souffrance au repos, puisqu'il n'y a plus assez d'apport sanguin, d'oxygène, de nutriments pour le muscle. Elle survient d'abord en début de nuit, et le patient, spontanément, découvre que s'il dort jambes pendantes, ça le soulage. Il va dormir à l'extrême au fauteuil, va s'installer un œdème, les jambes vont gonfler, le fait d'être jambes pendantes, les jambes vont gonfler. Cela va s'accompagner d'insomnie, puisque la douleur réveille le patient. Donc vous voyez, la qualité de sa vie va être très altérée. Et bien sûr, le risque à moyen terme sera l'amputation. Donc là, vous voyez un pied qui est ischémié, avec un aspect bleuté, rouge et marbré. Ensuite surviennent les signes de souffrance de la peau. Après le muscle, la peau souffre. Apparaissent des ulcères, des lésions de nécrose et de la gangrène. Donc vous voyez cet aspect noirâtre, ces petites ulcérations. Et là encore, le risque d'amputation est important. Alors, ici, le but n'était pas de parler de l'ischémie aiguë, mais je voulais quand même faire vous donner un bref aperçu de ce qu'est l'ischémie aiguë, parce que c'est une urgence chirurgicale, une urgence médicale. On parle beaucoup de l'urgence en cas d'infarctus au niveau du cœur. Tout le monde a bien compris la douleur thoracique qui va interpeller, et le patient va aller directement dans un centre hospitalier aux urgences pour se faire traiter. Il ne va pas prendre le temps d'appeler son médecin traitant pour le peu qu'il ne soit pas là, on va directement à l'hôpital. Quand on fait un accident vasculaire cérébral, quand on commence à être paralysé d'un membre, à ne plus pouvoir parler, on sait là encore qu'il faut venir très vite dans le centre adapté. Et bien ici, si vous avez une douleur brutale, très intense, souvent une douleur horaire. Pour vous donner un exemple, je travaille aussi au centre hospitalier de Guise, à la maison de retraite. Une personne qui pourtant avait une maladie d'Alzheimer a très bien su nous dire à 16 h, au moment du goûter, j'ai eu une douleur très brutale de la jambe. Donc douleur brutale, avec une jambe qui va être pâle. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais pensez à la pâleur du cadavre. C'est vraiment très pâle. Cyanosée, donc elle peut être quand même un petit peu bleutée. Et là, vous voyez, le pied est pâle, il y est cyanosé. Et ce qui va vous interpeller, c'est que vous allez vous rendre compte que votre membre se paralyse. Vous perdez une force, vous pouvez tomber parce que la jambe n'a plus de force pour vous soutenir. Et surtout, vous ne sentirez plus rien. Vous pouvez passer le doigt sur la main, sur le pied ou sur la main, ça peut être une main qui est ischémique, vous ne sentez pas l'objet qui vous touche. Donc à ce moment-là, vous avez moins de 6 heures. Il faut tout de suite vous rendre à l'hôpital. Alors, le diagnostic, vous l'avez compris, il est clinique. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez savoir nous interpeller, venir nous voir en disant, ben voilà, j'ai une douleur du mollet, quand je marche au bout de 100 mètres, 200 mètres, quand je monte une côte, la douleur apparaît encore plus tôt. Donc déjà, le médecin, le soignant qui va savoir vous écouter, aura déjà des signes et saura déjà que vous souffrez d'une artérite des membres inférieurs. Donc, il faut écouter le patient, l'interroger, parce que bien sûr, ce n'est pas toujours évident. On peut très bien avoir une artérite des membres inférieurs et en même temps une sciatique. Et la sciatique, ça vous donne des douleurs dans les membres inférieurs, dans la fesse. Donc, il faut faire la différence. Le soignant vous aidera. Et puis, ensuite, il faut palper les poux. Donc, comme on peut palper un pouls carotidien, un pouls radial, on palpe tous les poux, on voit s'ils sont présents ou pas. On ausculte le patient. Une artère rétrécie va souffler. Donc, on va entendre un souffle. L'examen ensuite de première intention est l'échodoplaire, ce qui est ma pratique quotidienne. Donc, qu'est-ce qu'un échodoplaire? C'est ce genre de machine, c'est un échographe. Donc, on regarde déjà en échographie, ce qu'on appelle en mode noir et blanc. Vous imaginez une télévision noir et blanc qui nous permet de voir les lésions calcifiées.
ou des lésions qui sont molles, qui sont du cholestérol. Ensuite, on va mettre de la couleur qui va nous permettre de voir mieux certaines plaques qui ne sont pas toujours bien visibles. Et ensuite, on va cibler un petit peu comme un jeu vidéo une zone précise à étudier parce qu'on soupçonne qu'il y a une lésion à cet endroit-là et on va mettre du son. Donc, comme dans une flûte de Pan, plus le chenal est rétréci, plus le son va être aigu. Et nous aurons également une courbe qui va représenter la vitesse de circulation des globules rouges. Et là, c'est pareil, vous pensez à un cours d'eau, vous pensez à un torrent. Quand il est rétréci, ce torrent ou ce cours d'eau, vous allez voir l'eau qui va aller passer de plus en plus vite parce qu'il y a un débit et le diamètre est rétréci, l'espace est rétréci jusqu'au moment où des cailloux, des branches d'arbres vont s'accumuler et là, l'eau petit à petit va se tarir. Et nous avons des courbes qui nous montrent tout ce cheminement. Donc l'intérêt de cet examen, c'est de faire le diagnostic, mais aussi d'éliminer un autre diagnostic. Vous pouvez avoir d'autres pathologies. On peut avoir aussi des images, un kyste poplité, enfin, on peut voir plein de choses avec cet examen. Nous allons localiser précisément la lésion, voir son importance et voir son type. C'est ce que je vous avais dit. Est-ce que la lésion est calcifiée? Est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle risque de se détacher? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites parties qui se détachent et qui vont aller boucher, par exemple, une artère d'un orteil. Le retentissement, puisque grâce à cette hémodynamique, comme le torrent, comme le fleuve, nous voyons bien s'il y a un retentissement. Quelquefois, les lésions sont présentes, et puis, comme l'a expliqué mon mari, des russes secondaires fonctionnent, et nous enregistrons des flux encore tout à fait satisfaisants au niveau de la jambe, alors qu'il y a une lésion au niveau de la cuisse. Et cet examen nous permet de surveiller un patient qui est traité médicalement, mais aussi surveiller un patient qui a bénéficié d'un pontage ou d'une dilatation de son artère. L'intérêt de cet examen, c'est qu'il est facilement accessible, il n'est pas irradiant, il n'est pas nocif pour votre santé, et en matière de dépenses de santé, il n'est pas très onéreux et bien remboursé. Donc là, c'était des petites images pour vous montrer ce que je vous disais. Donc voilà, on met de la couleur, on voit. Après, ça, c'est ce qui nous donne le reflet de la vitesse de circulation. On peut en plus dépister un anévrisme de l'aorte abdominale. Donc l'aorte abdominale, la grosse artère qui part du cœur que nous avons au niveau de notre abdomen, de notre thorax, et qui va donner des branches pour tous nos organes. Et quand cette aorte est dilatée, ça peut être risqué. On peut être amené à opérer. Il y a une surveillance importante. Donc, même si ce n'est pas le but, l'aorte sera toujours examinée dans le cadre du dépistage. Et ici, nous avons des accélérations des vitesses qui correspondent à une lésion. Excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Au cours de l'écho-doppler, nous allons faire aussi une mesure des pressions, c'est-à-dire que nous mesurons la tension artérielle au niveau du bras, comme le fait votre médecin. Donc nous mesurons au bras droit, au bras gauche, et puis ensuite nous allons mesurer la pression au niveau de la cheville, et nous faisons un rapport en comparant cette pression à la pression humérale, et là ça nous permet aussi d'avoir des chiffres qui sont objectifs, qui peuvent être reproduits d'un examen à l'autre, d'un praticien à l'autre, donc c'est quand même très intéressant. Donc au repos, et on peut être amené dans certaines circonstances à faire la même chose après une époque de marche sur tapis roulant. Donc là, c'est très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, le patient qui a, par exemple, une sciatique ou qui a, je ne sais pas, de l'arthrose du genou et on ne sait pas trop faire la différence. Qu'est-ce qui le fait souffrir? Est-ce que c'est sa sciatique? Est-ce que c'est son artérite? En faisant cette épreuve de marche, nous voyons, alors donc c'est une pente de 10%, une vitesse de 3 km/h, nous voyons si la pression, l'indice, le chiffre diminue au niveau de la cheville. Il est évident que si vous souffrez d'une sciatique, ce chiffre ne va pas être modifié. Autre technique aussi, c'est ce que l'on appelle l'oxymétrie transcutanée. Nous mettons un petit capteur sur la peau qui va nous permettre de mesurer l'oxygène dans les tissus, ce qu'on appelle les réserves microcirculatoires, les réserves qu'il y a encore dans les tout petits vaisseaux. Ça a un intérêt vraiment important pour savoir si notamment, par exemple, ce patient qui a cette lésion-là, est-ce qu'il pourra cicatriser ou pas? Et si malheureusement il faut l'amputer, à quel niveau il faudra l'amputer? Sans vouloir vous effrayer, mais on en arrive quelquefois là, l'amputation. C'est très difficile pour le médecin,
pour le chirurgien et pour le patient. On n'annonce jamais de gaieté de cœur à un patient qu'on va l'amputer. Et je pense que Pascal dira comme moi, il est important de trouver le bon niveau d'amputation. Parce que c'est déjà très traumatisant pour un patient. Donc, lui dire ah, on ampute l'orteil, ah ben non, on va amputer un petit peu plus haut, ah finalement on ampute la jambe, c'est quand même bien de trouver tout de suite la bonne hauteur, le bon endroit, que ça cicatrise bien, puis lui dire ben, il y a une vie après, parce que ça va bien cicatriser et vous pourrez être appareillé et vous allez encore vivre et avoir une vie sociale satisfaisante. Alors, après tout ça, en fonction du retentissement de l'artérite, quand il y a une arrière-pensée chirurgicale, le patient va bénéficier d'autres examens pour explorer l'aorte et les artères des membres inférieurs, que ce soit l'angioscanner, l'angio-IRM ou l'artériographie. Et là, je passe la main à mon mari. Merci Florence. Tu peux me donner le... Voilà, donc déjà, j'aimerais préciser les choses. On ne traite pas une artérite chirurgicalement juste parce qu'il y a une artère rétrécie. D'accord? Ça, c'est important, même si elle est bouchée, si vous n'avez aucun symptôme clinique, c'est-à-dire si vous n'avez pas de claudication, comme mon épouse vous l'a expliqué, aucune raison d'opérer. Au niveau des membres inférieurs, votre membre ne va pas mourir, va pas être amputé juste parce que l'artère est bouchée. Parfois, dans des circonstances tout à fait particulières, on découvre de façon tout à fait anecdotique qu'une artère est bouchée, il n'y a pas de symptômes, on n'opère pas. Donc on n'opère que si il y a des symptômes suffisamment graves et invalidants pour prendre le risque d'une intervention. Une intervention, ça peut très bien, la plupart du temps, heureusement, ça se passe bien. Mais quand ça ne se passe pas bien, si on a opéré le patient alors qu'il ne se plaignait pas de grand-chose, ça va être dramatique. D'autre part, je voudrais insister sur le fait que le traitement de l'artérite est avant tout médical. La chirurgie ne vient qu'en appoint quand le traitement médical n'est plus suffisant pour apporter un soulagement durable au patient. Donc, dans notre réflexion, on mesure toujours ce qu'on appelle, dans notre jargon, la balance bénéfice-risque, entre le risque de ne rien faire et le risque de faire quelque chose. Quelle est la bonne solution? C'est pas toujours facile. Et parfois, on se donne un petit peu de temps pour voir comment les choses vont évoluer, en particulier chez les gens qui ont une douleur à la marche. On se rend compte que quand ils font ce qu'il faut sur le plan médical, on les revoit 2 ou 3 mois plus tard et on se rend compte que finalement, les symptômes qui avaient amené à consulter se sont suffisamment améliorés pour qu'on les laisse sous traitement médical. Alors, pour savoir un petit peu ce qu'on va faire quand on prévoit de les opérer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est l'examen de référence, c'est l'angioscanner des membres inférieurs. Et là encore, l'angioscanner des membres inférieurs, on ne le fait que lorsque l'on prévoit d'opérer les jambes. Parce que c'est un examen qui est irradiant, c'est un examen pour lequel on injecte de l'iode, qui peut retentir sur votre fonction rénale, qui peut avoir des effets assez embêtants quand vous développez une insuffisance rénale. Là encore, vous voyez, on reste toujours très méfiant. Alors qu'est-ce qu'on a comme à notre disposition pour traiter les artères qui se bouchent? Alors le plus connu, je pense, dans le grand public, c'est ce qu'on appelle les... Alors les gens ils me disent « Ah ben vous allez me mettre un stent ». Voilà, ils connaissent juste ce terme, stent, ils ne savent pas ce que c'est, mais voilà, ils parlent de stent. En fait, c'est ce qu'on appelle les angioplasties, ou dilatation. Et le geste principal de la dilatation, eh ben, c'est la dilatation. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, ce que... Oh, mince. Voilà. Ah voilà. Attends, je vais y arriver. Non, je vais... On va y arriver. Voilà. Je vais retrouver une... Voilà, c'est ce que vous avez sur la gauche. Vous avez un vaisseau rétréci. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va passer un petit guide au travers du rétrécissement. Et sur ce petit guide, on va faire coulisser un ballon. Et ce ballon va être gonflé pour réouvrir la lumière du vaisseau. C'est-à-dire que la plaque d'artérite qui encombrait la lumière du vaisseau va être compressée dans la paroi restante de l'artère, si bien que votre circulation va être complètement rétablie. Alors, déjà, ces ballons, ce n'est pas des ballons de baudruche, c'est des ballons qui sont spécifiques, qui sont dits non comprimants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont atteint leur
diamètre pour lequel ils ont été fabriqués, ils ne continuent pas à gonfler au fur et à mesure qu'on augmente la pression dans le ballon. Parce que parfois, il faut quand même, pour rompre des lésions comme, de rétrécissement comme ici, il faut employer des pressions qui sont 5 à 6, voire à 10 fois supérieures à la pression que vous mettez pour gonfler les pneus de votre voiture, pour vous donner une idée. Alors, quel est l'intérêt de cette technique? Eh bien, c'est qu'elle est assez peu invasive, assez peu traumatisante. Elle se fait par, on ponctionne l'artère au travers de la peau, on ne fait pas d'ouverture chirurgicale, on ponctionne l'artère, on va glisser nos guides, nos ballons, éventuellement nos stents, et puis ensuite, une fois que la procédure est faite, on enlève, on comprime, on met des systèmes de fermeture percutanée, et ce sont des interventions que l'on peut faire en ambulatoire, c'est-à-dire vous rentrez le matin et ce soir vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Alors, pourquoi on est amené parfois à mettre des stents? Alors les stents, c'est quoi? C'est une espèce de grillage qui va être mis dans l'artère pour maintenir l'artère bien ouverte. Souvenez-vous, quand vous allez sur des routes de montagne, de temps en temps, il y a des talus qui sont assez pentus, et on va mettre des grillages sur ces talus pour empêcher que les roches du talus tombent sur la route. Et bien c'est un petit peu la même chose. Alors il y a des endroits où on met presque systématiquement des stents sur des artères iliaques calcifiées, ça on va mettre forcément des stents. Il y a d'autres endroits où les artères sont soumises au mouvement de votre genou ou de votre hanche, et c'est pas trop conseillé de mettre des stents parce que ça va finir par les abîmer à la longue, et ça va finir par abîmer aussi l'artère. Alors voici un exemple, hein. Vous voyez la sténose sur l'artère iliaque droite là, et après dilatation et stent, vous voyez, on a rétabli complètement la circulation. Alors c'est génial pour les gens, d'un seul coup, ils ne pouvaient pas marcher, et d'un seul coup, le lendemain, ils peuvent remarcher tout à fait librement. Alors, il y a des techniques plus anciennes qu'on employait, ça c'était les premières techniques qu'on employait, ça consistait à aller enlever la paroi la plus interne de l'artère, celle qui bouchait l'artère, ce qu'on appelle les ondes artériectomies. Et enfin, la troisième technique qui est possible, ce sont les pontages. Alors là, les pontages, quand vous avez une artère qui est bouchée, eh bien vous sortez un tuyau du placard, ou vous prenez la veine des varices, la veine saphène, vous la branchez sur l'artère en amont de l'endroit où l'artère est bouchée, vous le faites circuler sous la peau juste pour rejoindre l'artère en aval de l'obstruction, et ainsi le sang va être détourné et passé dans ce pontage pour irriguer la jambe en dessous. À droite, là, vous avez une image de pontage orthobifémoral. Là, ce sont des interventions qui sont déjà beaucoup plus lourdes, puisque ça consiste, il faut quand même ouvrir le ventre pour aller mettre ce type de dispositif. Alors, aussi bien, principalement les pontages orthobifémoraux. Quand j'ai commencé en 84 à m'intéresser à la chirurgie artérielle, on faisait par semaine, on faisait 1 à 2 pontages orthobifémoraux. Maintenant, on en fait 2 par an. Parce que les angioplasties nous ont permis de beaucoup gagner en efficacité avec des techniques beaucoup moins invasives. Et on nous réserve le pontage orthobifémoral que quand on ne peut pas faire autrement, tout simplement, parce que les lésions artérielles sont trop étendues. Alors en fait, je vous ai cité 3 techniques chirurgicales. Quand on prend en charge un patient chirurgicalement, la plupart du temps, on associe les 3 méthodes. On va faire une dilatation, une désobstruction et un pontage dans la même intervention. Alors tout ça, ça va dépendre de l'analyse de l'angioscanner dont je vous ai montré l'image tout à l'heure, pour essayer d'atteindre juste l'objectif que l'on a, c'est-à-dire que le patient n'ait plus de symptômes. On ne cherche pas forcément à réparer toutes les artères qui sont bouchées, on cherche juste à faire le minimum pour avoir le maximum d'efficacité. Toujours avec le but d'être au minimum invasif dans notre prise en charge. Alors, une fois qu'on a opéré, eh bien, c'est pas terminé. Il ne faut pas que le patient dise « Ah ben j'ai été opéré, c'est bon, je suis guéri, je peux faire maintenant tout ce que je veux, on peut y aller ». Non, il y a un suivi à faire qui est fait à la fois par le chirurgien et à la fois par le médecin pour, toujours pareil, reprendre des mesures de prévention, c'est-à-dire cette fois-ci secondaires, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau
avoir comment dire, des habitudes de vie, corriger les facteurs de risque qui vous permettent de vraiment stabiliser votre artérite. Même si vous avez été opéré, il faut considérer qu'on reste avec sa maladie toute sa vie et que toute sa vie, il faudra faire vraiment beaucoup attention à ce que l'on fait. Alors, je vous ai mis 2 photos. Tout d'abord, une petite photo là où vous voyez des jeunes maintenant, ils se promènent avec des overboards, des gyros, je ne sais plus comment, enfin bref, tous ces trucs-là qui font qu'ils ne marchent plus. Alors je suis effaré quand je suis à l'hôpital de Saint-Quentin, où je vois des petites jeunes qui ont 25 ans, ils ont un étage à monter, ils prennent l'ascenseur. C'est terrible ça, c'est terrible. Quand on parle d'habitude de vie, c'est vraiment le cœur du problème. Il faut redonner aux gens le goût de l'effort, enfin de l'effort physique, de faire du sport, et même si au moment de son parcours, on s'est retrouvé avec malheureusement une amputation de jambe, c'est pas pour ça que c'est terminé. Il y a du travail derrière à se rééduquer et à continuer à refaire du sport. Certains, vous voyez, celui de gauche, là, il a une prothèse à restitution de force qui lui permet de courir. Alors, vous avez peut-être vu les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, où il y a Amélie Le Fur, une Française qui a été plusieurs fois médaillée en saut en longueur, en 400 mètres, dans le handisport, avec une prothèse à restitution de force. Donc, il y a des solutions. Bon, on ne va pas mettre une prothèse à restitution de force chez un patient de 80 ans, c'est évident. Mais chez un jeune, on peut en mettre une. Surtout qu'on peut voir que les lésions du tabac, parfois, ou de l'hypercholestérolémie, etc., du diabète mal suivi, peut atteindre des patients particulièrement jeunes, qui peuvent avoir 30-35 ans et qui se retrouvent déjà avec un geste d'amputation majeure. Donc je vais passer la parole à mon épouse pour continuer en concluant pour ce qui me concerne, l'artérite n'est pas une fatalité. Donc, je vous rappellerai les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc je trouve que cette image d'Obélix est assez intéressante, ce paquet de tabac aussi. Donc vous savez très bien que le tabagisme est un gros facteur de risque pour l'artérite. Et nous y reviendrons et nous parlerons justement des femmes par rapport au tabac. L'hypertension artérielle aussi, bien sûr, donc à bien équilibrer, bien suivre son traitement, bien contrôler sa tension, voir son médecin généraliste régulièrement. Le diabète, alors il y a 2 types de diabète, vous le savez, ce qu'on appelle le diabète de type 1, donc le diabète génétique. Malheureusement, on hérite de ses parents, donc voilà, mais il y a de plus en plus de diabète de type 2 qui est lié justement à une mauvaise hygiène de vie. Et ce diabète-là est en croissance constante. Tout ce qui est dyslipidémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire trop de cholestérol dans le sang, et il y a aussi trop de triglycérides, qui sont une autre forme de graisse. L'obésité, donc on en parle, donc tout ça est lié, parce que ces facteurs de risque peuvent être pris individuellement, mais la plupart du temps, ils sont tous liés. Et la sédentarité, c'est-à-dire, comme disait mon mari, l'absence de mouvement, les personnes qui ne bougent plus, notamment avec la télévision, ça on se rend compte que c'est un gros souci. Voilà. Alors, la prévention primaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les méthodes pour éviter. Comment éviter la maladie? Là, on parle de prévention primaire. Quand la maladie est déjà installée, nous allons parler de prévention secondaire. Donc déjà, un arrêt total et définitif du tabac. Donc vous avez tout ce qu'on appelle les substituts nicotiniques, ça va de la gomme, du chewing-gum, le patch. L'hypnose, les gens se dirigent de plus en plus vers l'hypnose et ça marche, mais bien entendu, il faut être motivé. Il n'y a pas de remède miracle si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer. Traitement du syndrome dépressif, alors ça, il ne faut pas être quelquefois choqué. Vous ne vous sentez pas déprimé, mais vous pouvez l'être. Ou vous ne l'êtes pas, mais on s'est aperçu que les traitements antidépressifs avaient un effet bénéfique et aidé au sevrage tabagique. La cigarette électronique. Pourquoi j'ai mis un petit point d'interrogation? Parce qu'actuellement, on ne sait pas complètement les effets de tous les constituants de la cigarette électronique. Alors j'étais un peu surprise en cherchant cette petite diapo de m'apercevoir qu'il existait aussi une pipe
électronique. Ça, je ne savais pas du tout. Voilà. Alors pourquoi je vous parle un petit peu des constituants? Tout simplement parce qu'il faut vous méfier. Si vous souhaitez vous aider au sevrage tabagique grâce à la cigarette électronique, et bien surtout, achetez cette cigarette dans les commerces, dans votre ville, à Saint-Quentin, il y en a beaucoup, dans les commerces français. Ou si vous allez sur des sites internet, des sites français, ou au moins européens, avec des normes européennes, n'allez pas sur n'importe quel site étranger, parce que là, justement, c'est là qu'il y a le danger. Et j'ai pu savoir par une ingénieure en chimie que certaines cigarettes électroniques qui ne sont pas reconnues aux normes européennes sont très dangereuses par leurs produits de constitution. Donc surtout, faites bien attention. Alors moi, je pense que la cigarette électronique peut aider, parce que nous ne sommes pas là pour condamner le fumeur, mais il y a une dépendance à la nicotine, il y a aussi une dépendance gestuelle, le côté aussi, il faut le reconnaître, convivial. On est au restaurant, maintenant on sort du restaurant, mais c'est le moment de discuter en dehors peut-être de quelqu'un d'autre avec un ami proche, de parler de ses petits soucis, de faire une pause au moment du travail. Mais finalement, la cigarette électronique va pouvoir vous permettre de vous sevrer progressivement. Vous allez diminuer le taux de nicotine qu'il y a dans la cigarette, puisqu'il y a des taux différents. Et puis, vous allez encore garder ce côté convivial, vous allez encore garder le geste, parce que c'est parfois difficile de tout arrêter d'un seul coup. Donc pour le sevrage, je vous conseille de le faire quand vos habitudes sont rompues. Profitez de vacances, alors parfois aux dépens du conjoint, parce que vous serez peut-être un petit peu irritable. Mais sachez surtout que maintenant vous pouvez être aidé par tout ceci, mais surtout par le tabacologue qui saura vous expliquer tout ceci bien mieux que moi. Notamment le tabacologue va vous aider, non, il ne va pas vous pointer du doigt en disant « oh là là, vous êtes un mauvais sujet », mais il va vous aider à comprendre pourquoi vous fumez, qu'est-ce que ça vous apporte. Il va franchement être indispensable dans cette lutte contre le tabac. Alors, pour tous ceux qui vont sur Internet, vous pouvez trouver des petits scores, des échelles, qui vont vous permettre de savoir à quel taux est votre dépendance au tabac. Alors les questions, vous voyez, sont quand même très intéressantes. Combien de temps après vous êtes réveillé fumez-vous votre première cigarette? Mais il est évident que si vous avez besoin de fumer tout de suite, vous aurez un chiffre plus élevé dans votre dépendance. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits? Cinéma, bibliothèque. Vous pouvez remarquer, vous prenez le train, et il y a des personnes qui descendent à un arrêt pour tout de suite aller fumer une cigarette et remonter bien vite dans le train. Bon, là, ces gens-là sont fortement dépendants. Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable? Si c'est la première, c'est toujours bien embêtant. Bien sûr, le nombre de cigarettes fumées par jour. Fumez-vous de façon plus rapprochée la première heure après votre réveil? Ça aussi, c'est un indicateur de forte dépendance. Et fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit. Moi, je suis des patients qui sont sous oxygène et qui, sous oxygène, fument. Donc, vous imaginez le risque. Donc, alors là, vous aurez un score qui vous permettra de connaître votre dépendance. La sédentarité. Et je trouve que cette image est très parlante. Nous sommes de la génération où nous avons connu ces gros téléviseurs. Voilà. Donc le téléviseur était gros et le patient était plus mince. Et maintenant, le patient est plus gros et le téléviseur s'est aminci. D'accord? Donc la sédentarité, pourquoi? Il faut lutter, il faut prendre l'escalier, il faut essayer de bouger. Bien sûr, chacun à sa façon. On ne va pas tous faire un marathon. Pourquoi? Parce que cette sédentarité va augmenter le risque de mortalité, toutes causes confondues. Ça peut être une maladie. C'est pas simple non plus. Là encore, il ne faut pas pointer du doigt. Il y a des gens qui vont grossir, et puis vous voyez votre voisin qui mange beaucoup, et puis lui, il ne grossit pas. Donc il y a aussi des facteurs héréditaires, il faut en tenir compte. Donc bien sûr, cette sédentarité va augmenter le risque cardiovasculaire et va favoriser l'obésité. Alors, en cas d'obésité, que faire? Surtout, ne pas hésiter à bénéficier d'une consultation diététique. Vous avez des diététiciens dans les centres hospitaliers, dans les cliniques. Vous avez maintenant aussi des centres que je nommerai pas, mais qui peuvent vous aider. Regardez bien quand même si les personnes qui vous reçoivent sont bien diplômées, qui ont bien le diplôme de diététicien ou diététicienne. Ne pas hésiter à aller voir votre cardiologue, surtout parce qu'avec l'obésité, il y a des risques pour votre cœur. Alors, il faudra avoir un exercice physique adapté.
Il est évident que si on a une surcharge pondérale parce qu'on a réduit ses activités, parce que par exemple on a une grosse arthrose du genou, on ne se déplace plus, mais bien entendu, on grossit. Donc il faut avoir d'abord dans un premier temps ce qu'on appelle des sports en décharge, comme le vélo, que ce soit l'aquabike, ça c'est l'idéal, notamment quand en plus on a des varices, c'est vraiment un sport particulier à recommander qui se développe de plus en plus, pas toujours très accessible partout. Vous avez aussi le vélo et le pédalier d'appartement. Je conseille de plus en plus le pédalier d'appartement. Pourquoi? Parce que ce pédalier, comme vous le voyez, il n'est pas très encombrant. Vous pouvez être dans votre cuisine, vous pouvez être dans votre salon, vous vous asseyez sur une chaise, vous pédalez. Le vélo d'appartement tient plus de place et tient plus cher. Et il est plus cher. Le pédalier, vous pouvez en avoir dans des pharmacies, mais même dans des magasins de sport. Et ça débute à peu près à 30-40 €. Un vélo d'appartement sera plus cher. Et pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que vous pouvez avoir un problème, comme je disais, d'arthrose du genou, avoir du mal à pédaler. Eh bien, ce pédalier, vous pouvez aussi le poser sur une table et pédaler avec vos bras. Et ça, vous allez lutter contre la sédentarité, vous allez dépenser des calories, ça vous aidera à maigrir. Donc franchement, il a beaucoup d'utilité. Bien entendu, il ne faut pas oublier la campagne alimentaire actuelle où on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, ne pas oublier d'aller voir votre généraliste, surtout, parce que lui va vous aider. Il va contrôler votre tension, vérifier s'il y a une hypertension artérielle. Vous demandez éventuellement d'aller chez votre pharmacien pour vous acheter un petit tensiomètre pour faire des automesures. On s'est aperçu que ces automesures étaient très très intéressantes. Vous prenez un petit cahier et vous allez vivre comme d'habitude, puis mesurer votre tension le matin, après un repas, ou quand vous revenez du marché, vous avez fait un effort, puis vous notez. Je reviens, j'ai marché, j'ai monté un escalier, voilà. Vous indiquez tout ce que vous faites dans la journée, et c'est vraiment un bon reflet. Parce que parfois, on arrive chez son médecin, on est un peu stressé, qu'est-ce qu'il va nous dire? On a eu du mal à se garer, on est un peu énervé, la tension est élevée. Donc il faut vérifier dans des conditions habituelles de mesure. Par exemple, quand les patients viennent me voir, ils craignent une artérite, souvent ils ont une tension artérielle élevée. Je leur dis, retournez voir votre généraliste, vous le connaissez, vous êtes en confiance, et là la tension sera certainement meilleure. Et on ne décrète pas une hypertension artérielle, on ne dit pas le diagnostic pour une seule mesure augmentée. Il faut quand même plusieurs mesures pour dire effectivement il y a une hypertension artérielle. Votre médecin généraliste va vous rechercher un diabète et ses complications. Parce que attention, le diabète est un petit peu comme le tabac, ce sont des facteurs qui sont un peu vicieux, qui vont attaquer votre organisme tout doucement, et puis un jour ça va parler, il sera un peu tard. Le médecin va doser le cholestérol et les triglycérides pour voir quel est votre taux et en fonction de vos différentes pathologies, comment vous traitez. Il va rechercher, alors là, nous arrivons dans la prévention secondaire. Quand l'artérite s'est déclarée, avant c'était la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on recherche les facteurs de risque. Là, l'artérite s'est déclarée, et bien entendu, il faut rechercher d'autres localisations d'atteinte, notamment les artères carotides, en faisant un Doppler cervical, donc un écho-Doppler, l'examen que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'AVC. Vous comprenez bien que si c'est une artère carotide qui se bouge, le cerveau sera moins bien vascularisé. Si en plus la plaque se détache pour aller boucher une petite artère du cerveau, c'est dangereux. Au niveau du cœur, il y a un risque d'infarctus. Donc il faut voir aussi son cardiologue. Le rein peut être atteint. Donc il y a des risques d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale. Donc ne pas hésiter à aller voir un néphrologue. C'est pas parce qu'on va voir un néphrologue que du jour au lendemain, il va décider de vous mettre en dialyse. Au contraire, maintenant, il y a des méthodes, des traitements qui vont retarder la dialyse, voire même peut-être vous l'éviter. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut faire un infarctus de l'intestin. Et là, c'est gravissime. Donc, on peut essayer de détecter cette pathologie par un Doppler des artères digestives ou en allant voir un gastro-entérologue. Si on a des signes, il vous fera une coloscopie et il verra s'il y a des signes de souffrance vasculaire artérielle de votre intestin. Alors, l'arrêt du tabac dans la prévention primaire et secondaire. Et c'est là où je vais parler un peu plus du tabac, des femmes et de nos jeunes. Alors, les jeunes commencent à fumer vers 12 ans.
La consommation de tabac s'accentue à partir de 14-16 ans pour atteindre un maximum à l'âge de 20 ans. Et la consommation va décroître à partir de 35 ans. Les gens sont peut-être un peu plus mûrs, comprennent les dangers ou commencent à avoir des pathologies. Alors, ce qui se passe, c'est que la courbe s'infléchit, c'est-à-dire qu'elle diminue chez les hommes. Les hommes fument moins maintenant, mais les femmes fument davantage. Et parmi nos jeunes, donc nos adolescents, les filles fument autant que les garçons. Donc jusqu'à présent, l'espérance de vie des femmes était supérieure aux hommes, et là, la différence commence à diminuer. C'est-à-dire que les femmes étaient jusqu'à présent protégées notamment par leurs hormones jusqu'à la ménopause, et elles faisaient des AVC, des infarctus cardiaques ou de l'artérite après la ménopause. Et moi, je vois tous les jours des femmes qui ne sont pas ménopausées et qui ont des problèmes de cœur, qui ont des problèmes d'artérite, ou même des jeunes mamans qui accouchent et qui font un AVC dans les suites de l'accouchement, parce qu'elles ont fumé pendant toute leur grossesse. Alors, pourquoi aussi? Parce que les femmes ont des artères de plus petit calibre. Alors, peut-être qu'il y a d'autres explications, je ne suis pas une scientifique, mais les artères sont de plus petit calibre, donc elles vont se boucher aussi plus facilement. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Donc, bien sûr, on redit les mêmes choses que dans la prévention primaire, lutter contre l'obésité, lutter contre la malbouffe. Alors, ça c'est vraiment important, parce que vous avez des gens qui mangent peu, mais qui mangent mal, et qui vont par exemple manger un peu trop sucré sans s'en apercevoir, et de ce fait-là, on déclenche une sécrétion d'insuline, donc une hormone qui va aider à absorber tout ça, et après, ils ont ce qu'on appelle une hypoglycémie. Donc ils disent, vous voyez bien docteur, j'ai peu mangé, la preuve, à 14 heures j'ai faim, je suis obligé de remanger. Voilà. Donc il ne faut pas condamner les gens, il faut leur expliquer et voir avec eux comment améliorer leur alimentation. Et maintenant nous sommes beaucoup moins stricts, il faut aussi vous faire plaisir. Donc maintenant un régime ne doit pas être une contrainte, doit devenir un mode de vie. Alors, une activité physique régulière, c'est indispensable. Réapprendre à marcher. Alors, on parlait de sport, mais ce n'est pas obligatoirement du sport. Regardez cette image. Ce n'est pas un plaisir de marcher en forêt. Maintenant, il y a de plus en plus de marches nordiques avec des bâtons. C'est l'occasion de se retrouver avec d'autres personnes, de partager. Parce que, comprenez bien que la marche, pour être efficace dans l'artérite, ce n'est pas obligatoirement une marche rapide. Vous avez en plus... Imaginons des problèmes cardiaques. Non, le but, c'est pas de vous mettre en danger. Et la marche est vraiment le sport qui est sans danger. Vous devez être capable de parler tout en marchant. Donc, ça doit être un plaisir. Il vaut mieux aller marcher ou faire du football que d'être devant sa télé et de regarder un match de football. Voilà. Donc, oubliez de temps en temps la voiture et marchez. Alors, une marche, pour être efficace, que ce soit sur le plan cardiaque ou artériel, il faut que ce soit une marche de 40 minutes. Donc attention, pas 10 minutes le matin, 10 minutes en fin de matinée, non, 40 minutes en une fois. Alors bien sûr, vous allez me dire, tiens, vous m'avez parlé de la claudication des membres inférieurs, du périmètre de marche, le patient au bout de 200 mètres, il a mal, il est obligé de s'arrêter. Mais c'est pas grave, il marche ses 200 mètres, il s'arrête et il reprend. Et puis, au fur et à mesure, il va faire ses 40 minutes de marche. Et en général, ils nous disent bien, au début, je m'arrête tous les 200 mètres, et puis après, j'arrive à marcher 300 mètres, 400 mètres sans m'arrêter. Et il fait ses 40 minutes de marche, à son rythme. Donc, quelquefois, vous avez le conjoint qui est tout fringant, qui lui marche plus vite. C'est au conjoint de s'adapter à l'autre, ou de prendre un petit chien pour être un peu ralenti. Ça aussi, c'est un bon traitement, le petit chien. Voilà. Ensuite viennent les médicaments. Alors, il y a les médicaments pour l'artérite elle-même, mais pour ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les maladies que vous aurez en même temps que votre artérite et qui vont favoriser cette artérite. Donc ça va être le traitement de l'hypertension, le traitement du diabète, avec le régime adapté au diabète, les comprimés ou l'insuline, donc les piqûres d'insuline, avec un dosage, je vous montrerai après une prise de sang. Maintenant, on regarde beaucoup ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui devra être inférieur à 7%. Le dosage du cholestérol et des triglycérides, avec
Ce LDL, c'est celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, donc celui-là devra être inférieur à 1 gramme par litre. Alors là encore, je reviens toujours pour dire, ne ciblons pas les gens qui sont forts, qui sont ronds. Ces gens-là n'ont pas toujours du cholestérol et on peut avoir des gens très minces qui ont du cholestérol. Donc c'est pas parce qu'on est maigre qu'on ne fait pas de cholestérol. Alors, on a beaucoup décrié les statines, il y a eu beaucoup d'articles, de journaux qui disaient les statines, attention, ça donne beaucoup de douleurs musculaires, les gens arrêtent, c'est pas possible. Alors les statines, c'est un très bon traitement. Bien entendu, la médecine évolue, peut-être que dans 5-10 ans on dira autre chose, on trouvera un autre médicament, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment le traitement qui va nous aider notamment aussi dans la prévention de la maladie, non seulement dans les comorbidités, mais dans le traitement de l'artérite. Et si vous avez une douleur avec une statine, il ne faut pas hésiter à demander à votre médecin traitant de changer de molécule, de prendre une autre statine avec laquelle vous n'aurez pas de douleur musculaire. Alors voilà, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous avez tous eu des prises de sang. Et c'est bien parce que si vous regardez, quel que soit le laboratoire, vous aurez à la fin un petit tableau. C'est marqué, vous voyez, dépistage du patient dyslipidémique, donc du patient qui a du cholestérol, avec les recommandations des organismes de santé. Donc là, vous avez un cholestérol total qui est augmenté, le HDL cholestérol qui est le bon cholestérol, donc celui-là, s'il est supérieur à 0,40, c'est bien, et le mauvais cholestérol. Donc ici, chez ce patient, il est à 2 grammes par litre. Imaginons que ce patient a plusieurs facteurs de risque, qu'il a déjà eu des problèmes cardiaques, qu'il a une artérite et qu'en plus il est diabétique. Donc, il a plusieurs facteurs de risque et on va essayer d'avoir un chiffre qui soit inférieur à 1. Si vous ne vous souvenez plus des facteurs de risque, c'est marqué en dessous. Alors, bien sûr, il y a l'âge, ça on n'y peut rien. Nous vieillissons tous, donc nos artères vieillissent avec nous. Tout ce qui est antécédent, que ce soit personnel ou familial, c'est pour ça que je vous parlais de l'hérédité. Voilà, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Et puis, bien entendu, le tabac sur lequel on peut agir, l'hypertension, le diabète. Et là, il rappelle aussi que le HDL cholestérol, donc le bon cholestérol, est un facteur protecteur. Et voilà maintenant le bilan du diabétique. Alors vous êtes souvent un peu effrayé par votre glycémie à jeun qui est augmentée. Et puis finalement, elle peut être le reflet de, je ne sais pas, vous revenez d'une fête familiale, et puis ben, voilà, on a un peu plus, etc. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'hémoglobine glyquée, qui elle va être plus le reflet sur plus long terme. Donc, on va vraiment se fier à cette hémoglobine glyquée pour voir si l'équilibre est bon. Ensuite, le traitement médical de l'artérite elle-même. Donc, je pense que vous avez tous dans votre entourage des gens qui prennent de l'aspirine à faible dose. Donc, avant, les personnes prenaient de l'aspirine bébé, du sang, et finalement, ils ont trouvé que ça pouvait vexer certaines personnes. Donc, on a créé d'autres molécules, enfin pas d'autres molécules, mais d'autres noms, comme le Cardégique, qui n'est autre que de l'aspirine à faible dose, parce que l'aspirine à faible dose a un effet pour éviter les amas de plaquettes dans vos artères et va aider à traiter l'artérite. Il y a d'autres molécules qui sont apparues, donc le Plavix que l'on connaît bien, voilà. Les statines, avec tous leurs noms, Taor, Simvastatine, maintenant aussi des associations où on peut avoir de l'aspirine et une statine. Un autre traitement, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, donc je fais simple, le ramipril, c'est un médicament qui va dilater vos artères, qui va un peu les ouvrir et permettre au sang de mieux circuler jusqu'à l'extrémité de votre corps. Et bien entendu, bon ça on n'en a pas parlé, mais dans les stades aigus, tout ce qui est héparine, qui va pouvoir, tout ce qui est anticoagulant, le Préviscan que vous devez connaître, et maintenant les nouveaux anticoagulants oraux, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ceci. Bien entendu, je suis obligée quand même de vous parler de l'amputation, puisque l'amputation fait malheureusement partie du traitement. Donc, réussir à faire une amputation qui soit bien supportée par le patient, parfois les patients nous la réclament, parce qu'ils souffrent tellement que c'est eux qui nous disent, voilà, nous avons connu un patient qui est amputé jeune, à une trentaine d'années, d'une jambe, et il est revenu après en disant, là j'ai compris, il faut amputer l'autre. Et il a les fameuses prothèses, et il est sportif, il court, il fait plein de choses. Donc voilà, donc vous avez différents types de prothèses, par exemple là une prothèse en jambe, et ces personnes qui font du sport. Moi aussi je voulais parler de l'handisport des Jeux Olympiques, et c'est vraiment impressionnant, mais sans aller jusque-là. Alors par contre, ce qui est parfois un
peu malheureux, c'est qu'on voit que les gens sont très bien adaptés, ont une très bonne prothèse, ils marchent bien et ça ne se voit pas. Et dans les transports en commun, on les bouscule et ils tombent. Donc quelques-uns sont amenés à prendre une canne pour que les personnes qui les côtoient et qui risquent de les bousculer s'aperçoivent qu'il y a un handicap. Parce qu'on peut ne pas voir une prothèse. Voilà. Alors là, je voulais vous dire que vous avez de multiples partenaires, que vous n'êtes pas seul dans la prévention et le traitement de l'artérite des membres inférieurs. Donc c'est un travail d'équipe. Et le patient et notre coéquipier, nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. C'est vraiment un travail ensemble. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc vous avez en première ligne votre médecin traitant. Ensuite, le médecin vasculaire, le cardiologue, le chirurgien, en espérant vous n'aurez pas besoin de faire appel à lui, le tabacologue, ne l'oubliez pas, c'est un métier qui est difficile, mais ce sont des gens qui sont vraiment à votre écoute. Le nutritionniste, que ce soit endocrinologue, les diététiciens, les infirmiers, à la ville ou à l'hôpital, parce que pensez, si vous avez un ulcère, les infirmiers vont vous faire vos pansements. Comme ça, ils peuvent aussi surveiller un petit traitement. S'il y a une prise de sang à montrer, vous n'hésitez pas à montrer à un infirmier et l'infirmière qui viennent à domicile, ils sauront vous conseiller. Ils sont en première ligne et c'est eux qui parfois nous appellent en nous disant « Ah là, il y a un orteil qui est noir, ça ne va pas ». Donc, il faut vraiment remercier ces personnes qui viennent chez vous et qui sont, je le reconnais, peu payées pour ce qu'ils font. Vous êtes d'accord avec moi, madame ? Les kinésithérapeutes, un rôle très important dans la rééducation à la marche, parce que ce n'est pas toujours évident de se rééduquer à la marche. Ne pas hésiter, il ne faut pas avoir honte de prendre une canne, de prendre un déambulateur, parce qu'il vaut mieux marcher avec un déambulateur, reprendre confiance en soi, mais marcher. Et bien sûr, les centres de rééducation cardiovasculaire, et dans notre région, nous en avons de très bons. Voilà, merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est pas des questions, c'est une réflexion qui s'adresse au docteur et à son épouse. Je voudrais dire que vous avez fait preuve d'une pédagogie extraordinaire pour dédramatiser un mal qui est très fréquent. Moi, j'aurai le plaisir de vous rencontrer dans un mois et quelques, chère madame. Nous en parlerons plus longuement. Merci. Et je veux dire que votre pédagogie, elle est chapeau. Merci.